Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa pour cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Ce soir, nous entamons une nouvelle série et cette série est consacrée à un travail qu'est en train de faire actuellement la Banque mondiale sur la carte des ressources naturelles et peut-être minières de l'Afrique. Nous allons avec nos invités pendant une série d'une dizaine d'émissions revenir pays par pays avec justement leur avis sur les ressources, leur exploitation et surtout à quoi servira finalement cette carte à 1 milliard de dollars que compte faire la Banque mondiale. Voilà le thème de cette série, mais pour cette émission, nous allons commencer par deux pays. Un, le Venezuela, qui est un pays d'Amérique latine que vous connaissez très bien, très grand producteur de pétrole, mais la question de savoir si ce pétrole profite aux Vénézuéliens reste d'actualité. Nous parlerons d'un bon exemple pour sortir de l'émission, c'est celui de la Norvège, qui a réussi à transformer ses ressources au profit de sa population. Voilà, Madame, Monsieur, le décor de cette émission qui est planté. Je vous retrouve dans un instant pour vous dire qui sont avec nous sur ce plateau de l'intelligence du monde ce soir. À tout de suite. Accueillons les invités sur le plateau. Je m'empresse de commencer par notre consultant permanent qui a été intermittent à un moment donné et qui revient sur le plateau. C'est le docteur Maurice Simodjom qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir et j'imagine nos téléspectateurs aussi. Docteur Simodjom, bonsoir. Bonsoir Jules. Merci de revenir sur le plateau. Vous avez non seulement manqué à l'équipe de production, mais davantage à nos téléspectateurs qui d'ailleurs n'ont pas manqué de faire la remarque. Tout à fait, il était nécessaire de prendre un peu de recul pour se ressourcer et revenir avec de nouvelles thématiques et de nouveaux axes de pédagogie pour aider à la compréhension des enjeux du monde. Et nous pensons avoir fait un travail de fond pour apporter quelques éléments parce qu'il est toujours question de se préparer, de travailler. C'est un travail de recherche. Ce n'est pas un travail journalistique au sens pur du thème. Il est question de travailler dans l'ombre avant de venir partager ce qu'on a pu trouver en travaillant tout seul dans l'ombre. D'accord, merci. En tout cas, je retrouve aussi avec beaucoup de plaisir quelqu'un qu'on n'avait pas eu depuis, qui est un confrère, Idriss Lynch, de l'agence Ecofin. Idriss, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci d'accepter une fois de plus d'être là pour cette série où vous aurez plusieurs interventions dans plusieurs émissions, bien sûr. Ouais, je vais rejoindre un peu le professeur Maurice Simodjom. Je pense qu'en Afrique subsaharienne surtout, francophone davantage, on a tendance à ajouter les discussions sur les discussions. Et je pense que l'avantage du programme Intelligence du Monde, c'est qu'on a le temps véritablement d'essayer de comprendre les problématiques qui nous touchent et qui touchent nos voisins, nos contemporains du monde actuel, de la manière la plus critique, non pas dans le sens de critiquer, mais dans le sens de comprendre toutes les facettes d'un problème et de venir partager effectivement les choses qu'on a pu glaner. Après, chacun peut se faire son opinion et c'est toujours très intéressant d'avoir les retours des téléspectateurs. D'accord. Alors, on accueille M. Michel Takam, qui lui est de la société civile. C'est le secrétaire exécutif de l'ADI, qui est une ONG. M. Takam, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit ce soir. De mon côté aussi, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur le plateau, surtout lorsqu'il s'agit de parler de comment vivent nos populations, comment nos populations peuvent profiter des ressources, n'est-ce pas, qui sont les nôtres. Et je pense que je suis toujours intéressé en tant que quelqu'un de la société civile. D'accord. Notre dernier invité, c'est M. Eric Kuete, Joyem, je pense, mais Eric Kuete, chercheur en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Merci d'accepter de revenir. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois. La quatrième déjà. Ah oui, d'accord. Quand vous revenez sur le plateau de l'Intelligence du Monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est le mien également. D'accord. Je dis bon retour à Maurice, avec qui on a souvent partagé le plateau ici.
Et j'espère qu'avec les copanélistes, le débat sera plutôt intéressant ce soir. D'accord. Madame, monsieur, nous suivons un reportage que signe pour nous GFT Témédié qui nous plante le décor de cette série consacrée justement à cette problématique de la carte des ressources naturelles du continent africain, un projet actuellement en cours au niveau de la Banque mondiale. Nous le suivons et nous revenons pour ouvrir le débat avec nos invités. À tout de suite. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir à vous à la maison. Nous entamons ce soir la nouvelle série de l'intelligence du monde sur les ressources minières de l'Afrique. Le choix de cette série est parti du constat selon lequel la Banque mondiale travaille actuellement, et ce depuis 2014, à établir une carte du sous-sol africain, une carte dite à 1 milliard de dollars en référence à l'investissement prévu pour ce projet qui nécessitera 200 millions de dollars chaque année sur 5 ans. Si dans les faits, les cartes géologiques du continent africain restent encore quasiment vierges, officiellement, la Banque mondiale dit vouloir aider l'Afrique à meubler cette carte avec pour objectif d'encourager les investisseurs à creuser en Afrique là où cela vaut la peine. Ce qui objectivement permettrait des économies substantielles. Par exemple, pour les États, connaître à l'avance l'ampleur des gisements leur permettra de choisir ou non de les développer, avec en main des arguments supplémentaires à l'heure de négocier avec les grands groupes miniers. Jusqu'à présent, les États d'Afrique se reposaient totalement sur les compagnies privées pour explorer leur sous-sol. À part l'Afrique du Sud, aucun pays africain n'a développé de recherche géologique publique. Les dernières grandes cartes minières datent de la colonisation, à l'époque où l'on cartographiait à pied et au marteau. Si a priori le projet de la Banque mondiale semble louable, il suscite toutefois quelques interrogations. À présent que le monde ne connaît pas l'étendue de nos richesses naturelles en Afrique, le continent enregistre de nombreux conflits. Qu'en sera-t-il alors lorsque ces richesses seront effectivement recensées? L'Afrique ne dispose-t-elle pas de géologues et de géographes à même de mener ce travail par eux-mêmes sans l'aide de la Banque mondiale? Et surtout, quel serait le dessein de la Banque mondiale à travers ce projet? La Banque mondiale a-t-elle un projet pour cartographier les ressources des autres pays? Ne sommes-nous pas capables, nous-mêmes Africains, de cartographier nos richesses? Sur la démarche dans cette nouvelle série de l'intelligence du monde, il s'agira essentiellement d'évaluer les ressources naturelles du continent africain et de questionner, dans les cas où elles sont déjà exploitées, leur gestion et leur apport à l'augmentation de la richesse des pays africains. Pour ce faire, nous nous permettrons des détours hors du continent africain pour étudier d'autres modèles afin de voir comment est-ce que l'Afrique pourrait s'en inspirer. Merci à GFT Témédié pour ce sujet. Alors, je m'empresse de donner la parole au Dr Simo Diom qui a travaillé effectivement sur cette série. C'est quoi cette histoire de carte à 1 milliard de dollars sur lequel travaille la Banque mondiale? Alors, la question des richesses naturelles, les richesses naturelles minières, pétrolières, va toujours avec une certaine idée de convoitise internationale de la part des multinationales et de la part des puissances du Nord qui sont énergivores. Ces puissances ont besoin de faire tourner leurs industries, elles ont besoin d'énormément d'énergie, elles ont besoin de matières premières et elles sont en quête de matières premières partout où elles sont disponibles. Elles se servent donc des relais de puissance, notamment les institutions de Bretton Woods, entre autres, pour aller découvrir, exploiter ou alors cartographier, s'informer notamment de l'étendue des gisements pétroliers, parce qu'il est question d'abord d'avoir de l'information, il faut détenir l'information et ensuite il faut faciliter l'exploitation par des entreprises qui sont affiliées à ces puissances. Donc une carte à 1 milliard de dollars lancée comme projet par la Banque mondiale a pour but d'abord de disposer de la maîtrise suffisante et nécessaire sur la richesse du sous-sol africain. Parce que c'est très important de savoir où se trouve quelle quantité de pétrole, quelle quantité d'or, quelle quantité d'uranium, quelle quantité de manganèse, de coltan, de cobalt. Il faut avoir l'information de façon précise. L'information de façon précise va ensuite être exploitée par des entreprises qui vont aller signer des contrats avec des pays, sachant déjà exactement ce qu'il faut. Et donc, il y aura un gain de temps dans l'exploration parce qu'on dispose déjà de l'information. Donc, 1 milliard de dollars, c'est pour rechercher cette information, pour gérer cette information
et orienter cette information vers des entreprises précises. C'est aussi une façon de contrecarrer des puissances qui ne sont pas désirables, notamment des puissances asiatiques comme la Chine, l'Inde ou encore la Turquie, le Brésil, des pays qu'on dit être des pays émergents. C'est les contrecarrer afin de contrôler l'accès aux ressources du continent africain et d'orienter ces ressources vers des entreprises américaines et européennes. Donc voilà l'enjeu de cette initiative. La question, c'est donc de savoir quelle est la réaction du continent africain face à cette initiative de prédation et d'accaparement de leurs ressources. Est-ce que les Africains sont suffisamment conscients que c'est une menace et que c'est un danger pour eux, que l'information sur leurs richesses soit détenue et contrôlée par la Banque mondiale et qui est l'instrument, qui est le bras séculier des institutions, des pays victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne pense pas que les Africains sont suffisamment conscients et il faut le marteler à suffisance. Les Africains doivent se lever comme un homme et comprendre l'enjeu de cette initiative et y opposer leur refus. Mais Ghislaine, on le dit souvent, la nature a horreur du vide. Dans le fond, est-ce que c'est une si mauvaise idée de cartographier les ressources minières du continent africain? Si les Africains n'ont pas pensé à le faire eux-mêmes, peut-être la Banque mondiale veut combler le vide. Non, Jules, au-delà même de l'aspect que vous évoquez qui est assez cohérent, je vais peut-être parler dans le sens du professeur. Il est probable, parce que la Banque mondiale, c'est pas un robot, c'est pas les Transformers qu'on voit dans les films souvent, c'est des individus qui ont leur force et leur faiblesse d'être humain. Donc il est probable que au terme de cette cartographie établie, que finalement peut-être cela soit plus utile à des entreprises, des grands groupes miniers étrangers, non africains. Il n'y en a pas beaucoup déjà, les grands groupes miniers dans le monde. Ils sont connus, ils ont avancé dans la recherche et c'est pour ça qu'ils sont des grands groupes. Ils sont aujourd'hui rattrapés par des groupes chinois, donc ça ne servira pas que, je pense, les groupes occidentaux. Et justement, c'est là où ta question devient pertinente. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un vide? Moi, j'ai vu ce projet de la Banque mondiale et c'est pas, la cartographie n'est qu'un pan d'un vaste projet qui consiste à accompagner les pays africains à mieux structurer leurs contrats avec les multinationales minières et pétrolières. Parce que ce qu'on a constaté souvent, c'est que dans le montage de la fiscalité de l'exploitation, les pays africains se trouvent bernés dans ce qu'on appelle le cost product. Le cost product, c'est la part de la production de la ressource qui est affectée aux frais d'exploration, d'exploitation, et qui parfois atteint jusqu'à 50% de la valeur même du minerai. Et très souvent, les Africains se plaignaient de n'avoir pas une connaissance de leur sous-sol. Et c'est parfois les multinationales qui venaient leur dire, oui, il y a tel produit Bien là-bas. sûr, ça a toujours été ça, en fait. Voilà. C'est la Donc, multinationale qui venait vous dire si vous avez du pétrole, voilà. en quelle quantité. Du coup, je pense qu'en mutualisant le fonds de recherche à $1 milliard, je pense qu'on devrait pouvoir réduire substantiellement les cost products, c'est-à-dire la part de la production qui est réservée au remboursement des frais de recherche et qui grève la part des revenus des États africains. Une étude que j'ai faite il y a 2 ans pour une ONG aussi m'avait permis d'établir par exemple que la valeur nette de la ressource qui est acquise par les pays africains tourne autour de 40-45%. Évidemment avec des extrêmes en plus ou des extrêmes beaucoup moins importants. Donc le véritable problème est là. Alors si les Africains ont aujourd'hui une carte commune qui a été établie par la Banque mondiale, il y a effectivement le risque d'une contre-production dans l'utilisation de cette carte par ceux qui l'ont produite, mais il y a aussi l'avantage que l'Afrique pourra se mettre comme un seul homme et décider d'allouer les contrats d'exploitation de ses ressources naturelles dans un contrat négocié uniquement à l'échelle africaine. Et très rapidement, et je dois parler aux autres, pourquoi ce n'est pas les Africains eux-mêmes qui font cette carte? Parce que, comme le disait fort à propos le docteur Simo Diom, la Banque mondiale, c'est un instrument, et on sait un instrument au service de qui, réellement? Donc, soyons pas naïfs. Pourquoi les Africains ne pourraient pas s'approprier ce chantier-là eux-mêmes? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, généralement, les pays africains
estiment qu'elles n'ont pas toujours le capital nécessaire. Aussi bien le capital financier, parce que c'est livré à des activités de recherche et développement. D'ailleurs, on a discuté de ça ici pendant très longtemps avec le professeur. Les Africains se livrent peu au R&D, la recherche et le développement. C'est un pan de la dépense que très peu d'Africains font. À peine 2% des budgets nationaux d'Afrique subsaharienne sont consacrés à la recherche et au développement. On est à moins 0,5% des budgets d'Afrique subsaharienne lorsqu'on retire l'Afrique du Sud. Donc nous nous consacrons un peu à la recherche et au développement. La deuxième chose maintenant, c'est aussi peut-être les capacités techniques. Parce qu'il faut le dire, que ces pays aujourd'hui qui ont des entreprises minières sont des pays qui ont longtemps développé la mine, d'abord en la creusant avec les mains et progressivement en introduisant le machinisme et toutes les autres techniques. Donc oui, c'est une question fondamentale. Comment l'Afrique, depuis qu'elle est indépendante, en moyenne 60 ans, n'est pas parvenue à mettre à l'école des Africains qui peuvent lui permettre de pouvoir maîtriser son propre sous-sol. D'accord. Et c'est peut-être là aussi que tu poses un vrai problème. Ce n'est pas forcément la Banque mondiale. Alors, Eric Huete, je voulais savoir, la Banque mondiale va le faire, est en train de le faire pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a un précédent? Est-ce que ce type de projet a déjà été fait pour une autre partie du monde? C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'Afrique qui est pionnier une fois de plus dans ce genre de choses? Est-ce qu'on a déjà vu la Banque mondiale faire la cartographie des ressources minières des États-Unis, de la Chine ou de l'Asie de manière générale, si on veut rester dans la logique des continents? Bien évidemment, on est surpris de se rendre compte que l'Afrique, une fois de plus, devient le champ d'expérimentation des politiques impériales de l'Occident. Parce que, comme vous venez de le souligner, on n'a jamais vu cela se produire nulle part. La Banque mondiale n'ira pas faire la cartographie des ressources minières de l'Europe, par exemple. Elle n'ira pas faire la cartographie des ressources minières de l'Asie du Sud-Est et puis ou bien de l'Amérique du Nord. C'est juste parce que l'Afrique constitue le ventre mou dans le champ des relations internationales et on estime que les formules que l'on développe ailleurs, on peut venir les expérimenter en Afrique. Et je pense que cette stratégie, ce projet de la Banque mondiale s'inscrit dans une continuité. Vous savez, l'Afrique a connu près de 4 siècles de colonisation, près d'un siècle de colonisation, et cela a constitué l'impérialisme direct, qui consistait en une domination directe des États occidentaux. Après les indépendances, les États occidentaux ont changé de stratégie, ils sont passés par les multinationales pour mettre la main et contrôler les ressources de l'Afrique. Mais de plus en plus, les voix s'élèvent à la question des droits de l'homme et l'éveil des consciences africaines. Ils comprennent qu'il faut changer de stratégie. Parce que ce projet de la Banque mondiale, moi je l'inscris dans le cadre de l'impérialisme, de ce que je pourrais appeler l'impérialisme multilatéral. Il n'est plus question de venir, de passer par un État direct. Ce sera trop flagrant et les États peuvent se soulever. Il faut passer dans le cadre des institutions, des organisations internationales. En réalité, le projet est le même. Au sein de la Banque mondiale, qui sont des États dominateurs, des plus grandes puissances, ce sont les États-Unis, la France, etc. Et il faut le faire dans le cadre de la Banque mondiale pour que les Africains comprennent que c'est un projet multilatéral, étant donné qu'ils sont partis de la Banque mondiale, qu'ils comprennent que c'est un projet qui les concerne tous et que c'est pour le bien de l'Afrique. En réalité, c'est l'impérialisme qui continue. Et cela traduit quand même une certaine gêne, parce que c'est une insulte quand même faite à tout un continent, 54 pays, que l'on se lève un matin et que l'on dise qu'il y a un projet d'1 milliard de dollars pour cartographier vos ressources. Lesquels pays produisent? Il y a des pays en Afrique qui produisent le pétrole depuis pratiquement les indépendances. Plus de 50, 60 ans après, que nous ne soyons même pas en mesure de faire ne serait-ce que l'exploration pétrolière pour savoir quels sont les gisements pétroliers que nous avons. C'est quand même une insulte et je crois que l'Afrique, ça doit être une révolte. L'Afrique doit prendre conscience de ça. Mais je vais donner la parole à Michel Takam sur la question pour rebondir sur ce que disait M. Eric Huete. C'est une insulte, mais une insulte pour qui, véritablement? Parce que, comme je dis encore une fois, les Africains ont l'habitude d'attendre qu'on vienne faire pour eux des choses qu'ils devraient faire. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience réelle au niveau du continent africain? Je pense que si le projet de la Banque mondiale avait trouvé un projet africain ou même un projet similaire dans certains pays africains, le projet n'aurait pas eu le même écho. Surtout qu'aujourd'hui, les discussions sur ce projet sont en train d'être faites au niveau même de l'Union africaine directement. Monsieur Takam. Mais Jules, moi je pense que au-delà du fait que ça peut paraître quelque chose d'impérialiste, comme nous le voyons, la grande question c'est que, est-ce que nous, Africains,
nous nous sommes préparés par rapport à ça. Faisons d'abord un tour dans le passé, regardons comment le pétrole est géré en Afrique. Le pétrole est géré en Afrique, il y a parfois juste le gouvernement et quelques personnes qui profitent de tout ça. La population en elle-même ne sait d'ailleurs pas ce qui se passe et personne ne sait exactement quelles sont nos réserves en termes de ressources pétrolières ou minières. Ben, en fait, il y a un flou qui se dégage. Mais j'ai envie de dire peut-être pour vous relancer, parce que la question de personne ne sait. L'information concernant la richesse d'un pays est une information autrement stratégique. Ça veut dire que si aujourd'hui le monde entier sait qu'au Cameroun, au Sénégal, au Zimbabwe, au Soudan, il y a telle quantité de pétrole, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les États-Unis, par exemple, ont l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde, mais on le sait, mais personne ne peut exactement dire à quelle quantité, etc. Est-ce que ce n'est pas une information stratégique pour un pays, pour un continent, que de savoir, lui, et juste lui, ce qu'il dispose et ne dispose pas? Mais est-ce que nous avons les outils, le savoir-faire pour effectivement maîtriser? Je pense qu'il faut positiver un peu ce que la Banque mondiale est en train de faire et nous demander nous-mêmes comment est-ce qu'on va mettre en place des stratégies pour nous approprier de tout ça. Et je pense qu'il ne faudrait pas simplement se dire, ils viennent, ils vont... C'est stratégique peut-être, mais parfois même les technologies actuelles peuvent les permettre de savoir ce que nous avons sans nous informer. C'est déjà une chance que nous soyons informés. La question c'est que, est-ce qu'en termes de ressources humaines, aujourd'hui, l'Afrique est prête à investir sur le plan financier, sur le plan technologique, pour être capable de connaître tout ça, parce que le futur, nous allons tout à l'heure voir le cas du Venezuela et de la Norvège. On va voir comment est-ce que ces pays se sont arrangés à bien utiliser ou à mal utiliser, en croyant bien faire leurs ressources. Mais je pense que le plus important, c'est de se demander, à travers les missions que nous sommes en train de faire, comment est-ce qu'on peut aider effectivement les pays africains à penser comme une seule personne. C'est-à-dire que, comme mon confrère le disait, ce n'est plus une question de partir pays par pays, mais c'est une question de se dire comment ensemble, à travers cette initiative de la Banque mondiale, on peut mettre en place des stratégies pour nous approprier et pour faire que demain, les impacts ne soient plus quelque chose de négatif ou provoquer des guerres à gauche et à droite, mais que ce soit toute l'Afrique et toute la population africaine qui profite effectivement des retombées de ce projet. Alors, Dr Simodjom, sur la question, avant qu'on essaye d'avancer, on voit bien que sur le plateau, ça ne fait pas forcément l'unanimité. Bon, c'est tant mieux parce que c'est le débat. Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est arrêtable, ce projet à l'état actuel? Quelle est officiellement aujourd'hui la position des États africains par rapport à ce projet de la Banque mondiale? Voilà les deux questions qui me semblent être importantes. Le projet est-il arrêtable? C'est difficile de répondre de façon catégorique parce que la Banque mondiale utilise des Africains. Et c'est un impérialisme bontain parce que l'impérialisme de la violence du XXe siècle, du XIXe siècle et du début du XXe, ça ne passe plus. Il est désormais question de maquiller le cadavre et d'utiliser le vernis pour dire non, en réalité, la Banque mondiale, c'est même des Africains qui sont là et qui travaillent pour l'Afrique. Ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas... Vous avez des Africains. Donc, c'est difficile d'arrêter un projet dans lequel des Africains eux-mêmes vous disent que c'est nous qui travaillons. Et nous faisons ça parce que nous voulons que l'Afrique progresse. Donc, c'est vraiment difficile parce qu'il y a la stratégie de l'ambassadeur que ces puissances utilisent pour faire la guerre, comme le disait Sun Tzu. Quand vous arrivez dans un pays, vous transformez tous les paysans de ce pays en soldats pour votre cause. Donc voilà la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés. L'autre difficulté, c'est que les pays africains estiment qu'il faut connaître leurs réserves, qu'il faut exploiter leurs réserves. On aurait pu se situer dans une situation où les pays africains pensent plutôt à un monde sans pétrole, sans ressources minières, un monde dans lequel ils basent leur économie sur d'autres ressorts. Et en ce moment-là, on aurait pu penser qu'il y a une possibilité d'arrêter. Parce que vous voyez, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de savoir quelles sont les réserves d'un pays? Quand un pays tel que le Venezuela, on en parlera,
commettent des efforts immenses pour faire convaincre l'OPEP que sa réserve prouvée est de 300 milliards de barils de pétrole, c'est pour avoir des quotas de production conséquents. Donc, les quotas de production sont tributaires de la réserve prouvée et certifiée par le cartel. Donc, il est important pour ceux qui veulent avoir une économie rentière basée sur l'exploitation des ressources reçues, de savoir exactement ce qu'ils ont dans leur sous-sol. En revanche, pour une économie qui aurait pu parier sur l'innovation, sur les services, il était également important de savoir qu'un monde sans pétrole, un monde sans ressources naturelles peut être possible et jouer plutôt sur les ressorts de l'innovation pour avoir une économie plus diversifiée. Donc voilà les deux raisons qui, à mon avis, me font croire qu'il est difficile d'arrêter ce projet. Mais à tout le moins, il est important de comprendre ce qui se passe. À défaut d'arrêter, il faut comprendre. Et pour les générations futures, l'enjeu, ce sera la souveraineté intellectuelle. Le combat, ce sera de décider par soi-même de son sort et de prendre des décisions qui vont nous être utiles. Donc aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas arrêter cela, nous devons nous préparer à l'avenir, de penser par nous-mêmes et de connaître les enjeux et de prendre des décisions qui vont nous aider, nous et nos enfants, plutôt que de subir les décisions qui viennent d'ailleurs. Alors, vraiment, il faut pas être totalement catégorique, professeur. Les calculs qui ont été faits sur, par exemple, les pertes dans le cadre, par exemple, dans le cadre du pétrole, on appelle ça dans les contrats de partage de production, si vous suivez cette actualité, le cost oil. On s'est rendu compte que, par exemple, beaucoup de pays africains perdaient jusqu'à 40% de la production dans le cost oil. Et cette carte va permettre c'est-à-dire l'ensemble des frais qui ont été engagés, surtout à l'exploration. Parce qu'ils vous disent et vous expliquent que l'exploration coûte cher, mais on ne vous détermine jamais vraiment ce qu'on fait dans le cadre de cette exploration. Je crois qu'il ne faut jamais, il ne faut pas forcément voir le verre à moitié vide. Il faut aussi pouvoir le regarder à moitié plein. Et puis je rappelle que ce projet de la Banque mondiale, elle ne s'est pas levée un matin pour dire je vais aller faire la carte de l'Afrique. Non. C'est qu'on s'est rendu compte que l'Afrique a des ressources naturelles, minières du sous-sol et du pétrole. Oui, on le dit tout le temps, mais on ne sait pas exactement jusqu'à quel niveau. Il y a une situation réelle, c'est que parfois les Africains ne sont même pas conscients qu'ils sont sur une richesse. Je prends un cas simple. Vous allez dans une forêt équatoriale d'Afrique centrale, au Cameroun, au Congo, en RDC, et les populations qui y vivent, c'est-à-dire les pygmées qui y vivent depuis très longtemps, ne savent pas que le fer en dessous de leur terre est une richesse. Oui, c'est-à-dire c'est finalement inhérent. Moi, le problème n'est pas là, parce que si on prend le problème sous cet angle-là, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est celui de l'appropriation. Ça veut dire que moi, je vais dans l'optique de ce que disait M. Koueti tout à l'heure. La question, c'est qu'on parle encore une fois de plus de ressources stratégiques. La Banque mondiale, où ce sont des multinationales, ils sont là dans un objectif purement mercantiliste, n'ayons pas peur de mots, et ils changent juste de stratégie parce qu'ils se rendent compte que les multinationales ont de plus en plus du mal, les États de manière individuelle ont de plus en plus du mal, et on passe par la Banque mondiale. C'est ça la question. Je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça. Véritablement, le problème de la ressource africaine a été posé par les Africains eux-mêmes qui estimaient qu'ils perdaient énormément. Oui, mais c'est à eux pourquoi ils ne résolvent pas eux-mêmes le problème? Je suis d'accord. Mais parfois, il manque de l'avantage comparatif nécessaire. N'oubliez pas que dans un monde où on échange les biens et les services, vous pouvez, être un très bon journaliste, mais être un mauvais juriste. Vous viendrez me voir pour que je vienne vous accompagner dans le cadre du droit. Et si j'ai besoin d'un journaliste, je viens vous voir. La question est maintenant, jusqu'où est-ce qu'on garantit notre autonomie dans les relations multilatérales ou bilatérales? La vérité est la suivante, c'est que des multinationales sont, elles, au courant des réserves des sous-sols africains, bien plus que les États eux-mêmes. Oui, mais aujourd'hui, l'Afrique veut s'engager dans le processus, mais il lui a été difficile de mobiliser la ressource. La Banque mondiale, n'oubliez d'abord pas que la Banque mondiale a une mission première. On se trompe beaucoup dans ce qu'on parle de la Banque mondiale. Certes, elle est dominée par des États très puissants, mais la Banque mondiale aujourd'hui s'est reconvertie dans la lutte contre la pauvreté. C'est un changement stratégique. Vous me direz que c'est un changement stratégique. Oui, mais la question est, si
si vous avez votre bébé malade et que votre tradition interdit le vaccin, mais qu'il faut que le professeur en face vaccine votre enfant pour qu'il vive, quels sont vos arbitrages? Mais enfin, c'est ça peut-être, je vais vous écouter, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même situation où l'Afrique va être un continent qui vivra éternellement sur perfusion, c'est-à-dire qu'on lui donne juste un peu pour qu'il ne meure pas, mais jamais assez pour qu'il s'émancipe. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et je voulais demander, comme le disait le docteur Simodjom, pourquoi est-ce que les États africains ne peuvent pas dire non carrément à ce projet? La priorité pour nous aujourd'hui, ce n'est plus l'exploitation des ressources. Nous ne voulons plus une économie des rentes. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons prendre le temps de former nos ingénieurs et quand ils seront formés, quand ils seront prêts, ils viendront s'occuper de cet aspect-là. Parce que je vous dis, ça a l'air comme ça, mais pour moi, c'est un véritable scandale. Vous ne pouvez pas aujourd'hui laisser le soin à la Banque mondiale que vous savez que vous ne contrôlez pas, de venir cartographier vos ressources. C'est en fait un nouveau partage de l'Afrique qui va se faire à la Banque mondiale. Une fois qu'on saura que le Congo a telle ressource, et vous verrez bien que les États-Unis et les autres puissances vont se partager des nouvelles zones de puissance. C'est un nouveau, pour moi, c'est une nouvelle conférence de Berlin qui est en train de se préparer en fait. Ils vont se partager l'Afrique, cette fois-ci en sachant exactement qui a quelle part du gâteau, parce qu'on aura sur une carte où se trouve telle chose dans tel endroit. Oui, je pense que les États africains ne peuvent pas être catégoriques. Cet état de choses est lié à une certaine malédiction, je dirais, qui pèse sur l'Afrique en général. La malédiction n'est pas seulement celle des ressources naturelles, elle est aussi celle de ses dirigeants. Si vous regardez un peu l'histoire de l'Afrique, quelquefois, la plupart du temps, lorsque les puissances impérialistes ont réussi en Afrique, c'était avec l'aide des Africains eux-mêmes. Dans cette histoire, il y a des Africains, il y a des chefs d'État qui profitent de cette manne. Parce que forcément, il y aura 1 milliard de francs CFA, de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et forcément, il y a des États qui vont en profiter, des personnes vont s'enrichir. Des individus vont s'enrichir. Et je vois mal qu'ils s'opposent à ce projet de la Banque mondiale. Ça serait dans la continuité de l'impérialisme. Et en fait, Idriss, tu le permets, je continue s'il te plaît. Je doute même d'ailleurs de la sincérité de ce projet de la Banque mondiale. Parce que je ne pense pas, après plus de 50 ans d'indépendance de l'Afrique et avec les 5 siècles de domination accrue que l'Afrique a de présence même occidentale en Afrique, que ces gars ne savent pas quelles sont les ressources que nous disposons, dont nous avons. Ils ont la connaissance parfaite de quelles ressources l'Afrique dispose, à quel niveau ça se trouve et à quelle quantité. Maintenant, venez nous dire officiellement qu'on veut établir une carte des ressources de l'Afrique. Vous pensez que la Banque mondiale, c'est pour nos beaux yeux? Ce n'est pas pour nos beaux yeux. De mon point de vue, il s'agit de distraire le continent. Je vais quand même préciser. Parce qu'on sait qu'en disant le nombre de ressources en les publiant, si la Banque mondiale est sincère dans son projet, ça peut libérer certains États africains économiquement parlant. Donc, ce n'est pas de son intérêt de libérer les États africains économiquement parlant. Donc, je doute d'ailleurs même de la sincérité de ce projet. Ils connaissent les ressources que nous avons. Idriss Lynch en 30 secondes et puis on va sortir avec M. Takam. C'est un débat très important. Tu ne peux pas dire 30 secondes. Il faut faire très attention. Il est déjà même bon que nous sachions quelle est la carte des ressources minières de l'Afrique parce que ce sera une bonne nouvelle. Mais c'est à nous de décider. Je vous en prie. Ce sera une bonne nouvelle même pour la société civile parce qu'aujourd'hui, parfois, on parle des ressources minières dont on ne connaît pas l'étendue. Les États nous disent eux-mêmes ce qu'ils veulent et parfois sur la base de ce que les multinationales leur ont donné. Et vous parlez de conflits, que lorsqu'on aura su ce qu'il y a en Afrique, il y aura des conflits. Mais il y a déjà des conflits. 60 ans de guerre en RDC. 60 ans de guerre en Angola, au Mozambique, parce que des multinationales étaient au courant, parfois même des choses dont les dirigeants ne sont pas au courant. Vous vous retrouvez avec des guerres et vous vous demandez, mais pourquoi on a la guerre chez nous? Mais eux, ils savent pourquoi ils font la guerre, parce qu'ils ont l'information sur la ressource. Je suis d'accord avec toi. Attendez. Pas à la nécessité de disposer de l'information. Je pense pour ma part que mutualiser l'effort de recherche, et puis, je vais te dire, il y a des pays où c'est déjà opérationnel. Dans ton pays, le Cameroun, c'est déjà opérationnel. Il y a un projet avec une organisation locale. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Certains autres pays sont encore en train d'attendre, comme par exemple le Sénégal, et d'autres pays comme le Nigeria sont en train plutôt de vouloir aborder la chose différemment. Donc, pour moi, mutualiser la recherche sur l'information géologique et minière du continent et dit désormais aux multinationales, il n'y a plus de coûts d'exploration, parce que nous savons exactement où nous vous envoyons. Mais, on dit peut-être la même chose sans se comprendre. On n'est pas contre cette recherche d'information. Le problème, c'est que ça se fasse par la Banque mondiale.
C'est ça le problème. Si c'était que les Africains ou chaque État africain dit « moi, je vais investir pour avoir l'information et je pourrais décider », je trouve le projet totalement louable. Le problème aujourd'hui, c'est que vous allez laisser, parce que déjà, vous ne savez même pas ce qui existe, c'est les multinationales que vous dites. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, c'est le même marteau, on a juste changé le manche, parce que ce que faisaient les multinationales, aujourd'hui, pour donner une forme ou un habillage beaucoup plus acceptable, on veut le faire par la Banque mondiale. Et c'est ça qui pose problème. Non, c'est pas ça justement, parce qu'en fait, quand vous regardez l'encours des budgets que les multinationales minières et pétrolières ont prévu d'investir jusqu'en 2040, on est autour de 36 milliards de dollars, si je m'en tiens au dernier chiffre d'un rapport que j'ai lu récemment. Donc, du coup, vous vous rendez bien compte que les 36 milliards de dollars des multinationales minières et pétrolières sont pratiquement un truc qui peut bouffer tout le budget de la Banque mondiale. Je pense effectivement que les Africains, et c'est là où vous avez raison, et même mon collègue qui a raison, les Africains sont peut-être maudits, je ne dirais pas maudits, mais les Africains refusent de s'approprier le vide créé, laisse la place à toutes les choses. Et les conflits existent déjà. L'Afrique ne connaît que des conflits de millénaires. La carte ne va pas venir empêcher les conflits, au contraire, elle va peut-être mieux organiser. Parce que comme je vous dis, une fois que vous avez la carte des ressources faites par la Banque mondiale, on peut assister à une accalmie, à peut-être moins de conflits. Pourquoi? Parce qu'ils se seront partagés tranquillement. Aujourd'hui, il y a la discussion parce qu'effectivement, on se bataille. Avec la carte, ok, on va dire la Russie, on te laisse ici, les États-Unis, et peut-être que ça réduirait les conflits. Je refuse cette victimisation. C'est pas une question de victimisation, c'est pour dire aux Africains d'arrêter de blaguer avec ce qui concerne leur avenir. Alors, Monsieur Taka, moi je voulais vous interpeller parce que vous êtes de la société civile. Et justement, il y a, je dirais pas une accointance, même comme on peut parfois le dire, entre la société civile africaine et ses institutions internationales. On parle aujourd'hui d'un problème de leadership, de dirigeants africains. La société civile africaine aujourd'hui, elle subit, à mon sens, parce que ce dont il est question aujourd'hui, c'est un besoin de révolte. C'est de dire aux dirigeants africains, nous sommes contre cela, nous ne voulons plus de cela. Il faudrait qu'on puisse avoir la mainmise nous-mêmes sur nos ressources, qu'on puisse savoir quelles sont nos ressources, mais par nous-mêmes. Est-ce que la société civile n'a pas une part de responsabilité là? Parce qu'on a souvent l'expression, je vous titille un peu, que les sociétés civiles africaines font les efforts pour essayer de trouver des financements des institutions internationales pour pouvoir effectivement dire ce qu'elles, entre guillemets, elles ont envie d'entendre. Bon, c'est un gros procès. C'est un procès et je pense simplement que la société civile africaine souffre parce que les Africains n'ont pas compris quel rôle la société civile peut jouer. La société civile africaine est tirée du bout de nez par les institutions internationales ou leurs partenaires, bien sûr, mais simplement parce que pour nous, Africains, la société civile est vue comme un opposant politique, pas comme un acteur de développement. Et c'est en cela qu'on se fait instrumentaliser maintenant par les autres. Je prends le cas lorsque nous allons aux différentes négociations à travers le monde. Mais nos pays ne nous payent pas, ne supportent pas notre séjour, notre transport là-bas. Mais lorsque c'est les institutions internationales qui s'occupent de nous, vous pensez qu'on va réagir comment? Les plus jeunes, quand vous les rencontrez... Vous dites exactement ce que je disais. Oui, mais c'est ça. Et c'est pour dire qu'il faut il faut qu'aujourd'hui, nos États comprennent le rôle que peut jouer la société civile. Je vais vous dire, on a signé les accords de partenariat avec l'Union européenne, mais vous allez peut-être dire que la société civile n'a rien fait. Nous avons fait notre travail. Nous avons fait des études, nous avons donné ces études à nos dirigeants. Il y a eu des grandes institutions dans le monde aussi qui ont été d'avis qu'il fallait, n'est-ce pas, essayer de restructurer notre petite industrie avant de passer à la signature. Mais à la fin, ce n'est pas nous qui décidons. Maintenant, vous savez que le développement, ce n'est pas seulement une affaire d'argent, c'est une affaire aussi d'institutions, c'est-à-dire que des lois de ceci. Donc, il faut laisser plus de liberté à la société civile et lui faire confiance, et savoir que la société civile est là, non pas pour aller contre nos États, mais pour aider nos États dans cette bataille contre l'impérialisme. Et malheureusement, je vais vous dire que dans les négociations, j'ai vu des gardes de la société civile africaine.
ils vont auprès de nos gouvernements prendre des informations pour aller donner aux autres qui savent, qui les contrecarrent directement lorsqu'on arrive devant les négociations, parce qu'ils savent déjà ce qui se prépare. Mais ces jeunes qui le font parfois ne sont pas au courant des enjeux stratégiques. Puisqu'ils sont payés par ceux qui doivent négocier. Non, vraiment pas payés. Si vous utilisez le terme payé, prise en charge, j'ai envie de dire. Oui, si quelqu'un vous prend le billet d'avion, vous réserve l'hôtel. Vous savez, ces gars parfois pensent bien faire. Ces gars pensent bien faire. Pourquoi? Parce qu'ils plaident pour le droit des peuples et des populations. Or, quand vous savez qu'il n'y a pas de transparence dans tout ce qu'on fait et que vous voyez qu'il y a certains qui s'enrichissent beaucoup, alors que d'autres continuent à s'approvisionner, vous vous dites, mais attendez, mais ce que les autres nous disent, c'est effectivement ça. Hein? Ils disent qu'ils veulent que les populations autochtones, les populations, tout ça profite, et par conséquent, ils vous utilisent sans que vous ne vous rendez compte. Or, nous devions avoir ce travail d'entente au niveau du pays, au niveau des pays. Donc, votre plaidoyer, c'est qu'il faut que les dirigeants africains comprennent l'importance d'avoir une société civile forte. Mais et écoutez, arrêtent de penser que ce sont des opposants politiques. Dites-moi ce qu'on a fait des ressources pétrolières qu'on a eues pendant tous ces temps pour qu'aujourd'hui, ce soit la Banque mondiale qui vienne investir. Effectivement, si vous demandez aux États africains, les États vont vous dire on n'a pas de l'argent pour le faire. Nous avons formé des ingénieurs, prenons le cas du Cameroun. On a la grande école polytechnique, on a l'école des travaux publics, on a plein d'ingénieurs qui viennent de l'extérieur. C'est des écoles qui ne restent plus que de nom, hein, quand même, parce qu'aujourd'hui... Il y a même... Écoutez, à il y a une ceux... époque, oui, mais bon, aujourd'hui... Je vais vous dire, Jules, allez sur le plan international, voyez ce que font les Camerounais. Est-ce que vous savez que même en Chine, dans les constructions des routes, il y a plein de jeunes ingénieurs camerounais qui y sont. Et qu'au niveau du pays, c'est plutôt aux étrangers qu'on fait plus confiance. Ça va être un autre débat. Permettez qu'on puisse passer, parce qu'on a deux sujets importants. Un dernier indicateur, c'est que beaucoup d'entreprises nationales minières et pétrolières africaines se sont lancées dans l'exploration. Je ne vais pas les citer, parce que ce n'est pas le rôle de Vox Africa. Mais on s'est rendu compte qu'elles ont dépensé des dizaines de milliards de dollars sur des projets qui ont été des flops. Et il y en a au Cameroun, il y en a en Angola, il y en a dans pas mal de pays africains. Donc, je crois que c'est un problème profond. Je suis d'accord avec le professeur. Ce n'est pas la Banque mondiale de venir faire la carte minière de l'Afrique. Mais à un moment, nous, on se dit, nous, la société civile, qui avons besoin de savoir quels sont nos arbitrages. On a des États qui n'ont pas toujours des dirigeants très structurés. On a en face des multinationales qui ont toute la connaissance et qui nous la cachent et la donnent seulement à leurs banquiers. Et nous, on a besoin de faire, nous, la guerre pour une meilleure vie en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir un partenaire qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui au moins nous ouvre la voie. Non, qui n'est pas du tout le meilleur. Ce n'est pas un problème de peut-être pour moi. Ce n'est pas le meilleur. Alors, on va marquer un arrêt et venir parler de cas pratiques, parce qu'il faut bien qu'on voie à quoi servent ces ressources et comment certains pays ont pu exploiter ces différentes ressources-là à bon escient ou totalement le contraire. Nous prenons ce sujet que signe une fois de plus d'FTT Média sur les cas de la Norvège et du Venezuela, et nous revenons sur le plateau pour en parler avec nos invités. À tout de suite. Sur le site de la Banque centrale de Norvège à Oslo, les Norvégiens peuvent regarder en direct les couronnes tombées dans la cagnotte nationale. Le 8 janvier 2014, ils sont tous devenus millionnaires, en théorie tout du moins. Leur fonds pétrolier, premier fonds souverain du monde, pesait alors près de 7 milliards de couronnes, soit près de 536 milliards de francs CFA. Rien qu'en 2014, il a augmenté de 1393 milliards de couronnes, soit plus de 96 000 milliards de francs CFA. Pourtant, lorsque le petit royaume de 5 millions d'habitants s'est lancé dans l'exploitation de l'or noir en 1969 avec la découverte de l'immense gisement d'Ecofisk en mer du Nord, il était l'un des pays les plus pauvres d'Europe, bien plus pauvre que plusieurs pays africains à cette époque qui exploitaient déjà leurs ressources naturelles. Aujourd'hui, la Norvège, 9e exportateur mondial de pétrole et 3e exportateur de gaz, compte parmi les plus riches du monde, affichant le 2e PIB par habitant derrière le Luxembourg. Le secret de sa réussite, un modèle de gestion éthique et responsable qu'elle tente d'exporter dans d'autres pays producteurs d'hydrocarbures. La preuve vivante que la malédiction du pétrole, ce terrible fléau qui accable les pays pauvres, dotés de ressources naturelles dont l'exploitation ne fait qu'accélérer l'appauvrissement de la population, ne serait qu'une chimère. Juste au-dessus de la Norvège en termes de production, le Venezuela, 8e exportateur mondial de pétrole. Un pays assis sur les plus importantes réserves prouvées de l'histoire de la planète.
295 milliards de barils, soit 40 milliards de plus que l'Arabie saoudite, sauf que, faute de raffinerie, cette essence est en fait importée et voit son prix subventionné par l'État à hauteur de 10 milliards de dollars par an, soit 5 000 milliards de francs CFA. Une absurdité qui est en fait le résultat d'un système où les ressources pétrolières ne profitent qu'à une poignée de personnes, les privilégiés du régime. L'enquête sur les conditions de vie au Venezuela, ENCOVI, menée par les principales universités du pays et dont les conclusions ont été présentées le 21 février 2018 à Caracas, a révélé qu'en 4 ans, l'extrême pauvreté est passée de 23,6% à 61,2% et a augmenté de près de 10 points entre 2016 et 2017. Une autre donnée importante soulignée par le rapport est que les Vénézuéliens ont perdu en moyenne 11,4 kg en 2017 contre 8 kg l'année précédente. Les indicateurs de pauvreté montrent que la disparité entre l'augmentation des prix et celle des salaires de la population est tellement répandue qu'il n'y a pratiquement plus aucun Vénézuélien qui ne soit pas pauvre. Le taux de pauvreté était calculé en tenant compte des conditions de logement, de l'accès aux services, du niveau de vie, de l'éducation, du travail et de la protection sociale de chaque personne interrogée. De manière générale, le Venezuela affiche aujourd'hui un niveau de pauvreté record pour des richesses inédites, tandis que la Norvège se présente comme le bon modèle de développement dans lequel les ressources naturelles du pays ont été mises au profit du développement. De retour sur ce plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie consacrée à un ou alors, si vous voulez, à 2 cas pratiques. C'est le cas du Venezuela et de la Norvège. Nous allons commencer par le Venezuela, qui est une véritable curiosité. C'est l'un des pays qui a la plus grande réserve en termes de pétrole dans le monde. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le problème du Venezuela ? Est-ce son idéologie? Parce qu'on a beaucoup insisté parfois là-dessus, cette idéologie révolutionnaire portée par Chavez, et les gens estiment, certains, que c'est ce coup-là qui pèse sur ce pays aujourd'hui. J'ai envie de commencer par une petite blague qu'a soulevé Eric Kuete lorsqu'il parlait de la malédiction. J'ai l'impression qu'en dehors de l'Australie, tous ceux qui sont situés sur la ligne équatoriale sont un peu des pays maudits, parce que c'est là où on concentre le plus grand nombre de contradictions en termes de ressources et de pauvreté par la suite. Mais bon, je ne crois pas que ce soit ça. Déjà, il faut comprendre, Jules, que entre le potentiel et l'effectivité économique, il y a tout un chemin qu'il faut franchir avec des codes et des arbitrages qu'il faut faire. À mon humble avis, je pense que le Venezuela a pensé, et effectivement, et c'est ça que j'évite souvent, parce que beaucoup d'Africains pensent que oui, on peut s'élever d'un seul jour, et on change le retard que nous avons aujourd'hui, qui est de pratiquement 1 ou 2 générations. Les Vénézuéliens ont pensé qu'ils pouvaient se lever un matin et être autonomes. Et quand cela a été critiqué, ils se sont tournés vers des pays partenaires comme la Russie, qui, elle aussi, maîtrise la technologie du pétrole. Mais il y a un tout dans l'architecture qu'on doit mettre en place pour exploiter une ressource minière. Et je pense que le fait que cette architecture institutionnelle et que cette architecture structurelle ait manqué au Venezuela les a emmenés dans une situation extrêmement difficile. Et ça tenait bon tant que les prix du pétrole étaient à un niveau très élevé. Et une fois qu'en 2014, les prix du pétrole sont passés de 115 $ à 50 $ le baril, alors que ce pétrole représente 95% des recettes extérieures du pays, dont de sa capacité à acheter à l'extérieur, et que le pays ne produit presque rien, et qu'il achète tout sur le marché international, où même les Chinois, qui sont communistes, et les Russes vendent en dollars, et non pas en roubles et en yuan renminbi, ça les a mis dans une situation difficile. Et qui dit utiliser le dollar, dit effectivement être la victime de mes ennemis jurés de Maurice Simodium, les Américains impérialistes, qui vont vous rappeler que, voilà, si vous utilisez le dollar, voilà les règles qu'il faut respecter. Si vous ne les respectez pas, on va vous sanctionner. Donc je pense que c'est un ensemble qui a fait que le pétrole vénézuélien ne puisse pas aujourd'hui leur profiter, parce que le potentiel ne suffit pas. L'architecture et l'environnement d'exploitation comptent et peuvent permettre une différence d'un pays à l'autre. Maurice Simodium, sur le Venezuela. Alors, il faut c'est un véritable cas d'école, le Venezuela. Oui, c'est un cas d'école, un cas de complexité, parce qu'il faut remonter dans l'histoire
pour se rappeler que pendant 40 ans, avant l'arrivée d'Hugo Chavez, pendant 40 ans, le pétrole du Venezuela était exploité de façon conviviale par des compagnies étrangères. Donc, la Banque mondiale était présente, les compagnies étrangères étaient présentes et tout allait plus ou moins bien. Nous rappelons que dans cette période-là, l'Amérique latine, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. L'Amérique latine est une quasi-colonie des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique font et défont des dirigeants à leur guise. Le cas du Chili en 1973 avec Salvador Allende, un dirigeant communiste qui a été régulièrement élu. Et la CIA a décidé de le déposer et il l'a assassiné et la CIA a mis au pouvoir Augusto Pinochet. Donc ça, c'est la période où le Venezuela n'avait pas de problème avec les États-Unis d'Amérique. Mais avec l'arrivée d'Hugo Chavez, le leader chaviste, le leader bolivarien, tout change. Il a un discours différent, il est plus paranoïaque, il est agressif. Et tout de suite, il demande à la Banque mondiale de s'en aller. Et il demande à toutes les entreprises étrangères qui avaient des concessions stratégiques sur le pétrole de s'en aller. Il nationalise les entreprises. Il relève le niveau de vie des populations. Il augmente les salaires. Et le Venezuela, dans un premier temps, tire un bénéfice de ces réformes qui se sont faites à la va-vite, de façon empressée et de façon tout à fait tatillonne. Le Venezuela devient le pays le plus riche de l'Amérique latine en 2001. Sauf que c'était des réformes qui ne sont pas pensées sur le long terme et qui ne tiennent pas compte du rapport de force. Parce que si l'Amérique a dû être mise de côté pendant un temps, elle n'a pas abandonné. Donc les États-Unis d'Amérique ont continué à essayer des coups d'État qui, les uns n'ont pas réussi. Ils continuent avec le successeur Maduro. Donc le problème du Venezuela, c'est ça, c'est cette chape de plomb que la puissance néo-impériale des États-Unis d'Amérique fait peser sur l'ensemble de l'Amérique latine et accorde ses faveurs aux pays qui ont une gouvernance complaisante vis-à-vis des États-Unis d'Amérique et défend et déstabilise de façon décisive les pays qui affichent le nationalisme, l'anti-américanisme, au point où aujourd'hui, on ne sait plus. Est-ce que c'est la crise du pétrole qui met le Venezuela à genoux? Est-ce que c'est les sanctions américaines? Les sanctions, c'est tous les jours que l'administration Trump, à la suite de l'administration Obama, met de nouvelles sanctions. Aujourd'hui, les entreprises vénézuéliennes ne peuvent plus payer en dollars. Aujourd'hui, la dette du Venezuela est colossale. On parle de plus de 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, le taux d'inflation est à près de 13 000%. Donc, Idriss le disait, c'est vraiment un cocktail Molotov dans lequel nous avons les rapports de force qui sont inégaux